14e épisode du podcast d'Andelfraz, la cantine numérique de Brest, nous recevons Tatiana de Feraudy, sociologue et politiste en thèse à Paris 1, qui travaille sur la civic tech et surtout sur les pratiques qui s'y exercent. Tatiana de Feraudy, bonjour. Bonjour. Tu es politiste, doctorante à Paris 1 au CESP, et ton sujet de thèse, le cœur de tes travaux, c'est sur la civic tech. Tu réalises une thèse dont le titre est ce que hacker la démocratie veut dire, et tu l'as conduite, en tout cas jusqu'à récemment, en tant que thèse CIFRE. On aura l'occasion d'expliquer ce que c'est, chez Décider Ensemble, au sein de ce qui s'appelle un observatoire des civic tech et de la démocratie numérique. C'est deux termes qui semblent très proches. Qu'est-ce que c'est la civic tech et en quoi c'est différent de la démocratie numérique ? Oui, alors en fait, on a créé le projet d'observatoire des civic tech et de la démocratie numérique en 2018, avec l'idée qu'il existait déjà chez Décider Ensemble un projet de recherche avant qui se concentrait sur l'open data et la participation citoyenne. Et on avait décidé d'un petit peu reformuler pour prendre en compte ce nouveau terme, les civic tech, dont on parlait depuis 2016 en gros. À la fois pour coller un petit peu à la manière dont les collectivités locales et puis les acteurs en parlaient, et puis parce que ça nous paraissait intéressant de mettre en question justement quelles étaient les différences entre la civic tech et ce qu'on pouvait connaître avant, comme la e-démocratie ou la démocratie électronique, ou un peu tous les différents termes qu'on a utilisés pour parler de la participation citoyenne outillée par le numérique. Donc il n'y a pas vraiment de différence, on va dire, de profonde en termes de définition. Par contre, la manière dont la civic tech se construit, donc déjà elle émerge effectivement à partir de 2015-2016, l'usage de ce terme-là en France. Et progressivement, c'est un terme qui va être de plus en plus associé à un marché spécifique de développement d'outils numériques de participation, donc qui peuvent être des outils de pétition, des outils de débat en ligne, des outils aussi de sondage ou un petit peu d'enquête auprès, par exemple, des habitants, habitantes ou citoyens et citoyennes, et qui vont progressivement être développés de plus en plus par des entreprises et de moins en moins par des associations qui seraient pour le coup plus proches d'un numérique citoyen, militant, comme on pouvait connaître notamment avec l'open data. Donc c'est plutôt l'émergence de ce milieu et de ce marché-là qui m'intéresse et qui intéressait aussi ce projet d'observatoire. Et donc c'est un marché qui se destine particulièrement aux communautés d'agglomération, aux différents étages en fait de l'État déconcentré ou des collectivités. Oui, tout à fait. Alors, c'est un marché qui a d'abord principalement été tourné vers les collectivités locales, avec à la fois des entreprises qui se sont développées pour on va dire, offrir des produits et des services à l'échelle nationale, mais aussi un certain nombre de plus petites startups, par exemple, qui ont émergé dans les réseaux French Tech ou dans les incubateurs locaux, et qui pour le coup étaient assez liés avec des collectivités locales, qui parfois développaient leurs produits en lien avec ces collectivités, ce qu'elles demandaient. Alors après, à toutes les échelles, que ce soit mairie, communauté d'agglomération, communauté de communes, principalement métropole, et puis de plus en plus départements, régions. Et depuis quelques années aussi, on a quand même beaucoup de ministères ou d'institutions, d'agences publiques qui ont fait appel à ces startups pour organiser des consultations et mettre à disposition des outils numériques. Donc c'est vraiment à destination de toutes les échelles des institutions publiques, et aussi, alors ça de plus en plus, à destination des entreprises qui cherchent à soit faire participer leurs salariés, soit les consulter, ou alors faire du dialogue partie prenante, donc sur toute la chaîne des fournisseurs jusqu'aux clients et usagères finaux. Et on voit ici, même si les applications sont très variées, il y a quand même des liens qu'on semble pouvoir faire avec ce qu'on appelle parfois la crise de la démocratie représentative. Donc ici, on prétend réparer la démocratie, pouvoir outiller une démocratie participative, ou même ce que certains appellent de leur vue une démocratie liquide, complètement directe, où finalement les électeurs votent directement au travers de leurs représentants aux assemblées.
Alors ça c'est un petit peu... Enfin en fait au moment où on a commencé à parler de Civic Tech, on va dire en 2016-2017, il y avait une très forte critique des intermédiaires politiques traditionnels, des partis, des syndicats, et puis globalement de la démocratie représentative. Donc il y avait une sorte d'opposition entre ce que serait la représentation, la délégation du pouvoir, de l'expression, et ce que pouvaient offrir des Civic Tech qui allaient révolutionner en fait la participation citoyenne à tous les étages, c'est-à-dire participer au niveau local dans les conseils de quartier, jusqu'à voter, lire et donner son avis sur les lois en train d'être élaborées. On en est un petit peu revenu, enfin je dis on, les acteurs en sont un petit peu revenus, dans le sens où d'abord la forme de marché que ça a pris et l'inscription en fait de ces formes numériques de participation dans un marché de la démocratie participative qui existait déjà, fait que finalement ça s'est un petit peu institutionnalisé et qu'on est plus dans une dynamique de collaboration avec les institutions représentatives que dans une dynamique de confrontation. Et c'est très lié au contexte français où la participation citoyenne s'est très largement institutionnalisée. On a beaucoup de mécanismes descendants qui sont en permanence renouvelés depuis les conseils de quartier, les débats publics et puis d'autres dispositifs de participation. Certains sont assez anciens, les conseils de quartier à Marseille, c'est une tradition séculaire, on va dire. Ouais. D'autres sont beaucoup plus récents. Et c'est vrai en tout cas, on les voit monter en fait et se diversifier, soit pour des propositions ou par appétence en fait de la part des institutions souvent locales, soit par injonction législative au niveau national ou européen, en ce qui concerne l'environnement, la Convention d'Aarhus, qui impose en fait la consultation. Consultation information, selon les lectures qu'on en fait, il y a des variantes. Et puis récemment, on a plusieurs grands débats citoyens basés sur les conférences de citoyens, le grand débat, on va dire post-Gilets jaunes ou pendant les Gilets jaunes. Oui, en fait, ce que tu soulignes, c'est peut-être la tension un peu inhérente aux dispositifs de participation qui peuvent être à la fois un moyen d'empowerment, de mise en capacité des populations et de prendre du pouvoir, ce qui a pu être le cas notamment à travers certains conseils de quartier qui ont été vraiment appropriés par les habitants, et en même temps le risque que ce soit simplement des dispositifs qui sont instrumentalisés, qui permettent de faire passer certaines politiques publiques, que ce soit dans des secteurs spécifiques ou de sortir d'une crise. Donc on a déjà pris la décision et on l'accompagne en fait. Voilà, on demande un peu l'avis, mais on sait qu'on n'en fera pas forcément grand-chose. Et dans le cadre du grand débat, en fait, il y a eu beaucoup de critiques, y compris de la part du milieu de la participation et de la CNDP, par exemple, parce que la manière dont l'exercice a été pensé... La CNDP ? La Commission nationale du débat public, pardon. Qui devait au départ être responsable d'organiser ce type de consultation, qui est quand même un exercice à très grande échelle et vraiment compliqué, et en plus sur un temps très limité. Donc vraiment consulter toute la population sur des sujets aussi compliqués que ceux qui ont été mis... Techniquement, c'est difficile. C'est difficile, et puis garantir une certaine neutralité des débats, garantir aussi que... Oui, c'est un des points qui est souvent critique, c'est de pouvoir bien séparer la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage par rapport à un débat. Et c'est structuré, par exemple, dans la CNDP, de bien pouvoir faire la différence entre... Il y a quelqu'un qui veut construire une autoroute, par exemple, donc c'est bien un projet... une entreprise, un projet économique, etc. Et celui qui fait faire la participation est indépendant, et c'est ce que est censé garantir justement la commission, la CNDP. Oui. Là, on était dans une situation où en fait on consultait sans avoir réellement de loi ensuite, par exemple, ou de débouchés prévus. C'était simplement on va faire un grand débat. C'était pas du tout une consultation sur une décision qui était en cours de développement. Donc c'est vraiment ça. C'était on va faire débattre. La question c'était un peu pourquoi après. Donc il y a eu la question de la neutralité. Ça s'est fait de manière un peu particulière parce que non seulement c'était géré par le service d'information du gouvernement, mais en plus Emmanuel Macron était en tournée, on peut le dire comme ça, dans toute la France, et donc il y avait vraiment une forte personnalisation du débat. Au-delà de ça, la manière dont ça a été organisé, qui fait qu'il y a eu à la fois un certain cadrage de l'expression, des questions qui étaient quand même déjà orientées, on ne pouvait pas parler de tous les sujets à tous les moments,
et ce qui est un peu apparu comme un manque de réflexion sur comment est-ce qu'on allait traiter les contributions, puisque finalement à la fin on se retrouve avec des synthèses qui font des centaines de pages, qui ont été en partie traitées par l'intelligence artificielle. Oui, enfin, les parties, en tout cas les formulaires numériques, puisque les formulaires papier, on attend toujours leur numérisation. Oui, les cahiers de doléances, c'est toute une histoire aussi, mais pour des questions d'anonymisation, mais pas seulement. Je pense que si on demande autant d'informations, on ne sait pas ce qu'on va en faire, c'est très difficile de le traiter a posteriori. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où effectivement il y a eu du débat, mais en termes d'impact sur l'action publique, ce qui est quand même absolument nécessaire si on veut encourager les citoyens à participer, on n'a aucune... on n'en a plus jamais reparlé en fait. Il y a un peu le même problème avec les conférences de citoyens qui ont été organisées par la suite. La grande conférence sur l'environnement qui était censée avoir 2 jokers mais pas plus et donner une loi directement, où ça se dégonfle. Et puis la suivante c'était sur... je m'oublie sur quoi c'était. La convention sur le climat, et puis... après il y a eu pas la conférence de citoyens, mais le comité citoyen pour le suivi de la politique sanitaire. Ça devait être ça, dont on n'a plus jamais entendu parler. Oui. Mais c'est un peu le souci des dispositifs participatifs. On le fait pour faire de la participation, mais on ne sait pas forcément à quoi ça va servir ensuite. Alors la Convention citoyenne pour le climat, c'est encore une autre histoire, mais là, pour le coup, je pense que d'autres chercheurs et chercheuses ont vraiment travaillé sur ce sujet-là. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant dans le grand débat national, c'était que déjà, on faisait un peu la preuve de concept qu'on pouvait faire un débat à l'échelle nationale avec une plateforme numérique, donc ce qui a beaucoup aidé les acteurs du secteur, et notamment Cap Collectif, qui était le prestataire du gouvernement. C'était aussi le moment où on a commencé à vraiment discuter dans le débat public de comment est-ce qu'on fait la synthèse de ce qui a été collecté au niveau numérique et par les réunions. Puisque finalement, c'est pas un vote, c'est pas un sondage, c'est pas représentatif. Ça correspond à aucune des catégories habituelles en fait. C'est ça. C'est vrai que c'est un des problèmes quand on a des questionnaires qui sont censés être quantitatifs comme ceux du grand débat et qu'on n'a aucune idée de qui a répondu. Comment est-ce qu'on va juger de la représentativité et donc est-ce appuyer... qu'on triche pour essayer quand même de refaire comme si c'était un sondage représentatif? Est-ce qu'on dit non, on va prendre tout et on va essayer de voir même les avis minoritaires, les avis fantasques Oui, il y a plusieurs... du coup, c'est devenu c'est encore plus devenu un enjeu central de comment est-ce qu'on analyse les données. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dessus. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a eu une mobilisation, on va dire, du monde associatif de la Civic Tech qu'on n'avait pas trop vu depuis 2016, justement à la fois pour critiquer et proposer d'autres solutions que le grand débat tel qu'il était pensé. Je pense à l'initiative de Code for France notamment, qui a organisé... à travers la mise à disposition des données, des synthèses alternatives réalisées par des chercheurs et des chercheuses. Donc Code for France, c'est une association? Oui, c'est une association qui regroupe des individus, des personnes qui sont intéressées à travailler sur la démocratie numérique, le logiciel libre, et puis globalement des outils, comment les outils numériques peuvent servir à avoir un engagement civique à différentes échelles. Du coup, elle a été parfaitement dans son cadre d'action. Tout à fait, oui. Mais c'est une association qui développe des projets très différents, qui peuvent aller de, par exemple, la cartographie électorale. À un moment, il y avait un projet qui consistait à voir, en fonction du découpage des circonscriptions, comment est-ce que ça influencerait la géographie électorale. Donc c'était une manière d'utiliser les données pour... L'idée était de faire un redécoupage citoyen. C'est ça. De proposer un redécoupage des circonscriptions, non pas fait, on va dire, par et pour les partis, mais plutôt par et pour les citoyens. Tout à fait. Voilà, donc il y a un certain nombre de projets différents dans Code for France, et là, au moment du grand débat, l'un des projets qui a été développé par des membres de la communauté, c'était la grande annotation, qui était intéressante, qui permettait à des citoyens de se voir présenter des contributions en grand débat de manière aléatoire, et puis de les catégoriser, de les analyser, pour créer une synthèse ensuite, mais en se disant que l'intelligence artificielle, par exemple, qui est utilisée pour l'analyse, aurait du mal à reconnaître l'ironie, aurait du mal à reconnaître certaines formes d'expression, et que la catégorisation humaine allait pouvoir apporter d'autres... oui, ou en tout cas apporter une autre interprétation. Et comment on répond à la critique de ces outils posés comme des écrans de fumée
devant les problèmes sans aller au cœur du problème ou répondre au problème, seulement pour l'occulter par un peu de paillettes numériques ou techniques. Est-ce que c'est pas juste du solutionnisme ou alors pas forcément caricatural, mais voilà, est-ce que il n'y a pas un peu cet aspect on a une solution qu'on va essayer d'adapter un peu partout avant même de savoir d'aller fouiller au fond et de constituer le problème publiquement. Tout à fait. Ça c'est un peu... Bon, de nouveau, c'est le problème de tous les dispositifs participatifs, c'est pas forcément le numérique qui va jouer. Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est qu'on peut avoir quand même des contributions de formes différentes. Vous pouvez par exemple avoir des contributions à l'oral, en vidéo, de la cartographie participative, vous pouvez dépasser les échelles de la proximité, donc en théorie ça ouvre quand même un certain nombre de possibilités pour faciliter l'expression et parler différemment, ou potentiellement d'autres sujets. En pratique, il y a des consultations qui servent, où par exemple on va aller... je pense au développement des plans vélo notamment, où on va aller chercher des communautés d'usagers et d'usagères qui sont déjà mobilisées quand même souvent, mais pour lesquels on a besoin d'une expertise technique pour développer une politique publique sur laquelle on n'a pas forcément toutes les informations, et là ça peut être utile d'avoir le numérique pour justement avoir des informations plus fines, et potentiellement un traitement automatisé derrière. Après, il y a toujours le risque que ce soit un écran de fumée, comme toute consultation citoyenne, ça dépend de l'état du projet. S'il n'y a plus rien à changer dans le projet, c'est pas la peine de consulter. Ça dépend aussi de la volonté politique, de prendre en compte des avis qui ne seront pas forcément conformes à ce qui pouvait être attendu. Et après, il faut peut-être pas négliger aussi, en tout cas moi c'est l'espoir que j'ai, l'effet un peu pied dans la porte, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert une plateforme de consultation et qu'on s'engage à y répondre d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas l'intention de le faire, ça peut forcer à le faire quand même. Ça peut forcer... en tout cas, au niveau des services techniques dans les mairies, par exemple, mais aussi des cabinets politiques, il y a eu un effet de « ok, on apprend à interagir, à répondre aux citoyens et aux citoyennes », donc c'est pas du tout impossible que même un outil qui a été mis en place pour des raisons de communication finisse par avoir un impact sur comment l'institution est gérée, on va dire. Et donc toi, ton travail de recherche se focalise sur les praticiens, donc les entrepreneurs. Tu ne choisis pas, j'imagine, ce terme par hasard. Donc les pratiques et les représentations de ces entrepreneurs. Oui, tout à fait. Alors j'utilise le terme entrepreneur à deux titres. D'abord parce que je m'intéresse au marché de la civic tech, donc c'est ces entreprises qui proposent des services et des produits, mais aussi parce que le milieu de la civic tech est composé d'entrepreneurs de cause qui vont chercher à faire reconnaître un problème public qui est la démocratie est en crise, des intermédiaires traditionnels ne jouent pas leur rôle, donc il faut d'autres formes de participation citoyenne. Et des formes de participation citoyenne qui permettent de complémenter par exemple le vote qui serait seulement toutes les X années et donc ne permet pas un engagement continu des citoyens. Ce sont aussi des entrepreneurs qui vont finalement développer une définition de qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen, un citoyen idéal, qui du coup serait, si on prend un petit peu les catégories qui sont utilisées par la civic tech, c'est d'abord un citoyen qui a informé, donc qui a lu, qui a les informations, qui a les données. Pour prendre de bonnes décisions, on peut Tout à fait. A priori estimer que c'est de bon sens. Tout à fait, mais c'est quand même une manière de dire que le citoyen doit en fait être quasiment expert d'un sujet pour pouvoir s'exprimer. La deuxième chose, c'est que le citoyen doit être mobilisé et puis est en fait responsable de sa propre expression, c'est-à-dire que c'est un peu ce que Baptiste Cotras avait identifié aussi avec les entreprises d'analyse des opinions en ligne et d'analyse de la construction de l'opinion sur les réseaux sociaux. Ce qui montrait notamment, c'est qu'il y avait une prime à l'activité quand on étudiait, quand on analysait les données en ligne. Donc les personnes qui s'expriment beaucoup, forcément, on les voit plus. Oui, puis sociologiquement, on sait que les personnes qui s'expriment sont celles qui votent le plus et ont un profil de vote aussi assez qu'on connaît bien. Tout à fait. Donc là, dans le cadre de la civic tech, on voit un petit peu la même chose. C'est qu'en fait, en allant chercher les personnes en ligne, on va forcément avoir une prime à l'activité pour les citoyens et les citoyennes qui s'expriment le plus. Et comme tu dis, effectivement, Alors, on manque beaucoup de données sur qui participe en ligne. À la fois parce que les entreprises ou les organisateurs de débats n'ont pas forcément envie de demander parce que ce serait un frein à la participation, ce qui est discutable, mais bon, qui peut s'entendre.
et à la fois parce qu'en fait, parfois c'est fait avec des outils qui ne permettent pas de récolter cette information. Donc on manque d'informations, mais globalement, par exemple, dans les études qui ont été faites au Royaume-Uni, on retrouve quand même une population qui est, alors dans certains cas relativement jeune, mais pas toujours, qui est quand même très diplômée. C'est surtout ça le plus important, c'est très diplômée, principalement urbaine, et déjà, d'une certaine manière, engagée en politique, ou en tout cas consciente. Mais est-ce que ça recoupe pas finalement le public, en fait, pas seulement des outils, mais aussi des projets qui sont soumis à l'outil, qui sont soumis à la consultation? Oui, c'est possible. Je ne saurais pas dire, notamment en France, comment ça se passe. Ça recoupe en tout cas les populations qui étaient déjà concernées par la participation civique et citoyenne. Ouais. Donc c'est vrai que quand on parle des outils numériques, on parle souvent de la fracture numérique et du fait que les personnes vont pas savoir se servir des outils, ce qui n'est pas entièrement faux, mais bon, on pourra en reparler. Mais il y a aussi on va dire la fracture citoyenne qui est déjà largement documentée en sciences politiques, qui consiste qui est simplement que les personnes qui pensent que leur opinion ne va pas être entendue, qu'elle n'a pas de valeur, participent moins, et globalement ces personnes-là sont issues de classes populaires, alors que les personnes qui sont très diplômées, bien intégrées socialement, ayant un travail, etc., sont déjà engagées dans des associations, font plutôt partie de la bourgeoisie et participent beaucoup plus en politique. Donc finalement, on a, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que, en tout cas, ces dernières phrases vont vers la critique de la Startup Nation, où c'est le même groupe social qui est l'entrepreneur de cause, le businessman de ce sacerdoce, et celui qui demande finalement le politique qui a besoin de cette réponse-là, et ceux qui répondent. Finalement, il y a un entre-soi qu'on peut dessiner, ou là on est trop caricatural? De nouveau, on n'a vraiment pas toutes les données. C'est pour ça que... En fait, il y a aussi eu un grand apprentissage, assez rapide, on va dire, en 5-6 ans, de comment est-ce qu'on fait pour faire participer, pour aller demander la participation des citoyens et des citoyennes. Il y a eu un certain nombre de projets qui finalement aboutissent à combiner les dimensions présence et les dimensions à distance, donc avoir à la fois un outil numérique mais aussi des réunions, aller chercher les habitants, aller chercher les citoyens qu'on cherche à toucher. Donc il y a eu un apprentissage là-dessus, c'est pas toujours le cas, il faut toujours des efforts pour aller chercher des citoyens. Et j'ai perdu le début de la question. Est-ce que c'est un effet Startup Nation, ou est-ce que c'est plus... il y a peut-être plus de nuances à apporter qu'une simple critique comme ça? Alors, il y a peut-être un effet Startup Nation, effectivement, notamment parce que le milieu de la Civic Tech a été soutenu, il y a eu des investissements de la part d'agences publiques et de financeurs privés qui sont intéressés par cette dimension start-up. Il y a aussi un certain nombre de codes en fait, qui sont empruntés au monde du numérique et au monde de l'expression en ligne. Par exemple, si vous allez voir les conditions générales d'utilisation dans les plateformes de Civic Tech, il y a toujours des tas de règles sur comment est-ce qu'il faut s'exprimer correctement, éviter les fautes d'orthographe, ne pas mettre de majuscules parce qu'on a l'impression qu'on crie. Donc voilà, il y a quand même une étiquette très poussée. Oui, en tout cas une attente et une manière de concevoir comment on doit participer qui est celle de personnes diplômées qui vont créer des entreprises, etc. En même temps, toutes les entreprises qui font de la Civic Tech ne sont pas des startups telles qu'on les imagine, des licornes qui ont recours à des levées de fonds, etc. On a des entreprises qui sont responsables à tout niveau, c'est-à-dire qui réfléchissent à la fois à comment mieux inclure les publics, à avoir des consultations qui soient honnêtes, qui soient transparentes, où les données soient ouvertes, le code source de l'outil est ouvert aussi, et en plus de ça, qui ont une réflexion sur leur politique d'emploi en interne, etc. Donc, sur le long terme, de nouveau, c'est plutôt pertinent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut créer la confiance à la fois en interne, en externe. Oui, c'est l'argument de dire que si on a des entreprises qui vont faire ce travail de créer de la citoyenneté, il faut que ces entreprises-là soient exemplaires. Parce qu'on peut déléguer au secteur privé, c'est quand même une tendance de fond dans la mise en œuvre de l'action publique,
mais on peut avoir des exigences un peu particulières envers les entreprises qui vont fournir ce service. Du coup, c'est une délégation de neutralité, Ouf, c'est compliqué à dire, on n'en est pas encore aux délégations de services publics, mais il y a quand même autant... Il y avait par exemple certaines collectivités qui avaient développé leurs propres outils de consultation. Je pense à Paris notamment, qui avait mis en place un outil développé en interne par sa DSI, et qui finalement a eu recours à une start-up. Donc il y a un peu cette tendance à externaliser, à la fois parce qu'il y a cette idée que les start-up vont rester plus à jour avec tous les développements technologiques, et puis parce que on n'a pas forcément les budgets pour embaucher en interne et avoir une réelle... Ou pour travailler sur le long terme, souvent les budgets publics pêchent dans le suivi en fait. Oui, et puis dans leur attribution, c'est-à-dire qu'on a un budget pour embaucher une entreprise, enfin pour déléguer, faire un contrat, mais on n'a pas du tout de budget pour embaucher quelqu'un qui pourrait faire le même travail en interne, ou en tout cas... Mais là, c'est quelque chose d'un peu plus large. C'est pas propre à la civilité. Non. Tu as évoqué la question de la fracture numérique. Finalement, cet objet-là, cette thématique, elle est un peu perverse, paradoxale, au sens où on a une représentation parfois un peu simpliste de la fracture numérique avec les vieux à la campagne qui n'ont jamais touché un ordinateur, et les riches citadins jeunes qui auraient une facilité naturelle avec ça. En même temps, c'est très vite contré. Chaque jour, on tombe sur Papy Facebook ou Mamie Wikipédia qui nous démontre vraiment le contraire. Et donc, voilà, est-ce que c'est des choses qui sont pour aller chercher faites pour aller chercher ces personnes qui d'habitude ne s'expriment pas, en leur disant pour une fois, voilà, on vient vers vous, n'hésitez pas, on veut votre parole, même si vous ne vous sentez pas légitime. Et puis de l'autre, on se retrouve peut-être dans un foyer avec une seule machine connectée qui sert à toute la famille, et du coup, en quoi on peut... cette construction de l'opinion individuelle politique, elle est peut-être plus compliquée à cause de ce problème matériel. Donc est-ce que ça fabrique des citoyennetés de deux niveaux, ou est-ce que finalement fracture numérique et Civic Tech se rejoignent parfois, mais ne sont pas séquents, ne sont pas convergents en fait comme problématique? Non, je pense que tu le dis bien en disant que c'est pas forcément convergent, c'est un petit peu, on rajoute une nouvelle fracture dessus de la fracture politique dont on a déjà parlé, et effectivement on va retrouver des personnes plus âgées qui ont l'habitude de participer en conseil de quartier ou de participer en débat public, et qui vont du coup savoir aussi comment s'exprimer et comment utiliser des outils numériques de débat. Et à l'opposé, on va avoir des personnes plus jeunes qui savent très bien se servir par exemple de leur portable pour faire un certain nombre de choses, mais qui savent pas du tout accéder à leurs droits et aux services publics en ligne, et donc ne savent pas non plus... Qui, une fois sortis de leurs habitudes, sont perdus. C'est ça. Autant que tout le monde est perdu. Oui, voilà, c'est pas seulement... Alors, il y a une question d'accès, évidemment, qui est la première question sur laquelle on est beaucoup centré. Ensuite, il y a une question d'usage, qui est, voilà, c'est pas parce qu'on sait utiliser les réseaux sociaux, déjà qu'on sait tout ce que ça veut dire à chaque fois qu'on intervient en ligne, et qu'on sait aussi utiliser des plateformes différentes mises en place par les services publics. Il y a aussi la question de la fracture, on va dire, en termes de citoyenneté, et puis plus largement, que ce soit numérique ou en présence, et ça vraiment... autant tous les projets, enfin quasiment vraiment tous les projets aujourd'hui qui font de la consultation citoyenne vont combiner les deux. Donc il y aura une plateforme numérique, et puis il y aura par exemple des agentes de la mairie qui vont aller au marché, qui vont aller dans les quartiers, qui vont aller un peu partout avec des tablettes et qui vont remplir à la place d'eux pour aider les habitants et les habitantes à participer. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Mais au-delà de ça, quand on parle de la volonté et de l'envie de participer, ce que les chercheurs et les chercheuses ont montré, je pense à un excellent article de Julien Talpin et d'Alice Mazot, si je dis pas de bêtises, qui explique participer, pourquoi faire, quelles sont les motivations de la participation, et le plus important, c'est quand même l'objet et le sentiment qu'on aura un impact. Donc c'est vraiment l'idée de dire il faut que le sujet soit intéressant,
Et il faut qu'on ait une capacité à avoir un impact. Si on vous demande votre avis en général sur quelque chose et que ça n'a aucun impact ensuite, vous n'avez aucune motivation à participer. En tout cas, vous le referez pas. Voilà, vous pouvez y aller une fois, mais vous ne reviendrez pas, c'est sûr. Et donc, tu disais, voilà, on mélange un peu tout. Et toi-même, dans ta thèse, tu mélanges tes casquettes, ta position, ton regard. Donc, tu as fait une thèse CIFRE. Tu vas nous expliquer un peu ce que c'est au sein de Décider Ensemble. Et donc, tu étais à la fois chercheuse, mais aussi actrice de ton propre terrain. Donc, comment est-ce qu'on arrive à régler parfois ces mélanges-là? Alors ça, c'est compliqué comme question. Découpons. Qu'est-ce que c'est qu'une thèse CIFRE ? Qu'est-ce que c'est qu'une CIFRE ? Voilà, commençons par là. Donc une thèse CIFRE, donc c'est une convention industrielle de formation à la recherche, ou par la recherche. Enfin, en tout cas, c'est formation à et par la recherche. L'idée, c'est que le ou la doctorante se retrouve dans une association, une entreprise ou une collectivité locale pendant 3 ans, le temps de faire sa thèse, bon, même si les thèses durent globalement en sciences humaines plus que 3 ans. Et en sciences humaines, l'intérêt de ce type de dispositif, c'est bon, évidemment, ça permet au doctorant, à la doctorante d'avoir un financement, ce qui n'est pas toujours gagné en thèse, et ça permet d'avoir un accès, en théorie, privilégié au terrain. Donc vous allez, par exemple, si vous travaillez sur une entreprise et vous voulez travailler sur le service de ressources humaines, être dans le service de ressources humaines et l'observer au quotidien, c'est quand même un accès au terrain assez exceptionnel qu'on ne pourrait pas forcément avoir en faisant juste un stage ou autre chose. Moi, dans mon cas, j'ai choisi la CIFRE d'abord parce que j'avais une expérience professionnelle avant et je voulais un peu garder un pied dans les deux milieux. Et puis parce que j'avais rencontré l'association Décider Ensemble qui voulait relancer un programme de recherche et donc voulait avoir quelqu'un à l'intérieur qui soit entièrement dédié à la recherche, à la fois au niveau, enfin, à une échelle scientifique ou à un niveau scientifique et produire des articles de recherche, et puis qui puisse aussi jouer un peu le rôle de passeur, de effectivement traduire ce qui se fait dans la recherche scientifique à destination des acteurs. Le milieu de la participation citoyenne, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'interactions entre chercheurs, chercheuses et puis acteurs professionnels. À la fois un rôle de traductrice entre les deux mondes et puis aussi une position de recul un peu pour pouvoir, par rapport à ceux qui ont, on dirait, le nez dans le guidon, des choses comme ça. Tout à fait, ça c'était la théorie. En pratique, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est très intéressant évidemment, mais c'est compliqué. Principalement parce que les personnes auprès de qui j'allais enquêter ne comprenaient pas trop d'où je venais. C'est-à-dire, est-ce que j'intervenais en tant que chercheuse, et dans ce cas-là, on associe la chercheuse à l'objectivité, à la neutralité, au fait qu'on n'est pas du tout engagé dans le milieu. Et donc, il y avait un peu une difficulté, par exemple, à parler de certaines choses, d'argent, d'investissement, de problèmes au travail, parce que je faisais d'une certaine manière partie du milieu. Et donc là, malheureusement, j'ai pas trouvé d'autre solution que d'en sortir du milieu, et donc de prendre le moment après la CIFRE pour terminer la thèse. Et puis après, il y a des enjeux aussi j'ai envie de dire de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a certains acteurs qui ne me parlaient pas parce qu'ils considéraient que j'allais utiliser les informations récoltées pour ma thèse, pour la position de Décider Ensemble, par exemple, ce qui évidemment ne se fait pas, mais c'est très compliqué pour les enquêtés de savoir comment positionner la chercheuse, l'enquêtrice dans ce cas-là. Déjà que parler à une enquêtrice en sciences humaines, c'est pas toujours agréable, alors en plus, quand on n'est pas sûr de l'identité, c'est pas évident. D'accord. Et donc, puisqu'on parle d'intermédiaire, j'avais une question peut-être plus, un retour sur le fond, qui était finalement, est-ce que les intermédiaires de la politique que tu décris ne trouvent pas leur place désormais grandissante parce que les corps intermédiaires politiques classiques sont moins forts qu'ils ne l'ont été? Est-ce que finalement on a besoin de ces intermédiaires et que on a remplacé des formes on va dire des années 50-60 par de nouvelles formes? Est-ce qu'on fait évoluer un vers l'autre? Je pense qu'au tout début, c'était un petit peu l'objectif des Civic Tech, c'était de dire plus personne n'adhère aux partis politiques, plus personne ne s'engage dans les syndicats, donc il faut d'autres modes de participation plus directs.
Aujourd'hui, le positionnement a un petit peu changé, puisque d'ailleurs, Civic Tech travaille avec les partis politiques, travaille avec les syndicats pour engager les adhérents, pour engager les membres des syndicats. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est plus complémentaire que vraiment opposé aux intermédiaires traditionnels. Je dirais qu'en ce qui concerne les entreprises, les Civic Tech, sont en fait de nouveaux consultants qui se donnent pour objectif d'accompagner les institutions publiques à la fois dans la modernisation de leur communication, en intégrant cette dimension participation, et puis dans la modernisation de leur mode de travail, ce qui est évidemment ouvre tout un tas d'autres questions, mais avec l'idée que venant du monde du numérique, venant du monde des startups, eh bien, il y a un certain nombre de méthodes qu'on peut mettre en place à l'intérieur des administrations pour les transformer, au-delà du simple fait de vraiment juste intégrer la parole des citoyens à la prise de décision publique. Et d'un autre côté, il y a aussi quand même tout un tas d'associations qui aujourd'hui se revendiquent plus forcément de la Civic Tech, mais qui ont pour objectif de faciliter une action plus venant du bas, bottom-up, grassroots, je sais pas comment on peut le dire. Il y a des croisements intéressants à imaginer entre le community organizing et la Civic Tech pour qu'il y ait vraiment un outillage numérique des mouvements citoyens. Je pense à Mobilisons, l'outil de Framasoft par exemple, qui a pour objectif justement d'aider des groupes citoyens à agir, et où là on se retrouve pas du tout dans la même situation. Enfin, c'est plus une intermédiation entre le citoyen et l'action publique, mais c'est vraiment une aide à l'organisation en essayant de se distinguer des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, ça permet effectivement l'organisation, mais ça va avec des risques en termes de données, de vie privée, une marchandisation des identités, etc. Donc voilà, ces acteurs vont plus trop se revendiquer de la Civic Tech parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés à ces entreprises marchandes qui viennent du monde de la start-up, on va dire, enfin pas toutes, mais un certain nombre. Et en même temps, ce que font ces associations, par exemple, c'est quand même assez proche de la mobilisation citoyenne, qui était l'un des objectifs initiaux de la Civic Tech. D'accord. Tu as une notion assez intéressante dans tes travaux, qui est celle d'écologie reliée. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler, ou est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu entends par là ? Non, je peux en parler. On verra si j'en parle clairement. J'espère que mon directeur n'écoute pas. Non, j'utilise effectivement la notion d'écologie reliée, et notamment le travail qu'a fait Andrew Abbott pour travailler sur les professions, en pensant qu'un milieu professionnel, ou un groupe professionnel, si on s'intéresse au groupe professionnel de la Civic Tech, interagit avec un certain nombre d'écologies. C'est une approche très écologiste de dire il y a des espèces, des rapports de force, des interactions aussi qui font que l'écosystème global fonctionne. Et là, cette notion-là me permettait de travailler sur le fait que dans la Civic Tech, donc on a tous ces acteurs qui vont s'en revendiquer, mais qui sont aussi reliés à d'autres groupes sociaux. Par exemple, la communauté du logiciel libre, sur laquelle Gaël Deporter avait travaillé, qui influence certains des acteurs qui aujourd'hui sont inclus dans la Civic Tech, mais pas tous. On peut aussi faire un lien avec la communauté de l'innovation publique, notamment des entreprises comme la 27e région, ce genre d'initiatives-là, qui, pareil, vont être une source d'inspiration, et il va y avoir des circulations avec ce qui est la Civic Tech, et on peut faire ça avec un certain nombre d'autres écologies ou milieux, comme celui de la participation citoyenne évidemment, celui de la construction de l'opinion publique, qui est vraiment, pour le coup, il y a un lien très important avec les instituts de sondage, en tout cas en termes d'inspiration et de circulation. Et puis le milieu un peu, alors là c'est un peu général, hein, c'est pas très scientifique ce que je vais dire, mais à la fois les acteurs qui étaient engagés pour l'open data et les acteurs qui sont engagés pour les communs numériques. Aujourd'hui, donc ça va de la science citoyenne jusqu'à la cartographie participative, et qui aujourd'hui se constitue dans un autre milieu autour des communs. C'est pas forcément les mêmes acteurs, mais qui, pareil, interagit avec les acteurs de la Civic Tech et fournit des inspirations, des individus aussi qui peuvent rentrer dans le milieu ou en ressortir. Voilà, ça me permettait d'essayer de montrer que la Civic Tech n'existe pas toute seule, mais qu'elle est reliée à tout un tas d'autres courants et groupes sociaux. D'accord, et parmi lesquels elle a sa fonction. Oui,
Tout à fait. Et si des personnes veulent participer de cette fonction, s'ils veulent travailler dans ce milieu-là, quelles sont les compétences qui sont recherchées? Est-ce qu'il faut aussi avoir des appétences pour les communs? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors ça dépend beaucoup des endroits où les personnes voudraient travailler. Dans les entreprises, il y aura tout un tas de compétences, on va dire, traditionnelles qui vont être recherchées. Des compétences, donc il y a des personnes qui sont spécialisées en communication, des personnes qui sont spécialisées dans les dispositifs participatifs, évidemment des développeurs, des animateurs de communauté, etc. Donc il y a un peu des métiers un peu traditionnels de la communication publique et de la gestion de plateformes numériques. Pour les entreprises, le fait d'être intéressé par les communs, ça peut être un atout pour certaines entreprises et pas pour d'autres. Donc ça dépend vraiment à la fois de la culture d'entreprise et puis du positionnement de ces entreprises-là. Et sinon, mais alors là, plutôt de manière bénévole, il y a un certain nombre d'associations qui travaillent aussi sur le sujet, qui vont des associations comme, je pense à Carte ONG, qui travaillent sur la cartographie appliquée à des crises ou à des besoins associatifs. Je pense à Latitude, qui travaille aussi sur la mobilisation d'outils numériques pour aider des associations et pour former aussi des étudiants et étudiantes. Il y a les bricodeurs aussi qui font de l'éducation au code. Il y a aussi Data for Good qui monte des projets tous les ans où des développeurs et des personnes qui sont soit compétentes en code, soit intéressées par ces sujets-là ou savent gérer des projets, vont travailler avec des associations ou des institutions qui ont des besoins. Et puis enfin, il y a Code for France, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, qui devrait peut-être reprendre ses activités prochainement. Après une petite pause sanitaire. Exactement, une petite pause confinée. On en parlait tout à l'heure avant de commencer. Il y a aussi Open Heroine, qui est un des projets auquel tu participes. Oui. En fait, c'est un projet qui est hébergé par Code for France. C'est plutôt à ce titre-là que j'y participe, puisque je ne suis pas une femme qui code, on va dire. Mais Open Heroine, c'était aussi toutes les femmes qui travaillent dans le logiciel libre. D'accord. Et donc, c'est un réseau qui existe aussi dans d'autres pays et qui permet à des femmes de se rencontrer. Je sais qu'il ne faut pas le dire, mais parfois en non-mixité, justement, pour pouvoir parler aussi des enjeux que rencontrent les femmes qui travaillent dans le numérique. Mais c'est un super réseau avec des personnes géniales dedans. Donc, j'encourage toutes les femmes qui veulent à nous rejoindre. Super. Moi, je pense que tu n'étais pas sûre d'être claire. Je pense que ça a été le cas. Merci encore, Tatiana de Ferrodi, d'être venue nous parler. Si des gens voudraient quand même des éclaircissements, voudraient suivre tes activités, comment est-ce qu'on te contacte? Est-ce que tu es présente sur les médias sociaux? Oui, je suis sur Twitter. Mon handle, c'est tatdef. Et sinon, sur LinkedIn, je réponds aux messages. Voilà. Et merci à toi pour l'invitation et pour l'intérêt. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour vos questions, commentaires et remarques sur le podcast en général ou sur cet épisode en particulier, ou si vous voulez nous proposer des sujets ou des intervenants, vous pouvez vous adresser par email à coucou@lacantine-brest.net ou sur Twitter à Anne Daol Vraz.